Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Nouria Holloré. Bonjour. Alors, on a un petit peu de retard ce matin parce que Monica a tenu à vous tirer les cartes ce matin. Elle vous a apporté du bon Du très bon, oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dévoiler ce que les cartes vous ont révélé? Elle m'a dit que ça devait bien se passer dès le premier tour. Dès le premier tour? Oui. Bon. J'espère qu'elle dit vrai. J'espère qu'elle n'a pas dit la même chose à tous les candidats qui se sont succédés. Allez savoir. On va parler tout de suite un peu programme pour cette élection. Tous les candidats au sénatorial que nous avons vus est focalisé sur deux axes, qui étaient la réforme du Code des communes et aussi la réforme statutaire. Est-ce que c'est aussi votre préoccupation pour cette élection? Non, la réforme du Code général des collectivités territoriales, effectivement, c'est un grand sujet et le syndicat pour la promotion des communes a déjà mis en place des commissions qui travaillent sur toutes ces problématiques. Effectivement, c'est le rôle des sénateurs que de faire évoluer et de défendre finalement les intérêts de toutes les collectivités et notamment des communes. Par contre, sur la réforme du statut, dans le programme du Tahoeira, on parlait de pause statutaire. Parce que l'important dans ce contexte économique difficile, c'est le redressement financier, c'est la relance économique et pas une énième évolution statutaire, notamment une évolution statutaire vers laquelle on irait vers un statut qui n'existe pas dans la Constitution, celui de pays associé, c'est ce que j'ai entendu, qui est un toilettage du statut. Je pense que c'est une nécessité et le gouvernement l'a évoqué lors de la visite de Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois, donc il faut faire quelques modifications à ce statut. Par contre, une évolution au-delà du statut d'autonomie qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que c'est ni le moment et surtout personne n'a été en réalité consulté sur ce sujet, ni la société civile, ni les groupes politiques, ni les acteurs économiques. Donc je pense que pour des sujets aussi importants, il faut un minimum de concertation. D'accord. Ce matin, justement, toujours dans les communes, dans la dépêche, nous publions un article concernant la modification de la loi électorale pour les communes associées. Est-ce que vous souscrivez au principe dorénavant que la ministre propose, qui est de dire que les maires délégués des communes associées doivent être choisis parmi les listes qui ont remporté les élections dans ces communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Absolument. Oui. C'est une demande qui émane d'ailleurs de toutes ces communes qui rencontrent ces difficultés. Donc il y avait nécessairement une clarification à mettre en œuvre et c'est le cas aujourd'hui. Donc je pense que tous les maires qui sont concernés doivent apprécier cette proposition. Alors, ce n'est pas la première fois que vous souhaitez être candidat, mais c'est la première fois que vous l'êtes. Comment s'est passée cette décision? Qu'est-ce qui vous motive à aller à ces élections sénatoriales? On est toujours dans la même logique. Lorsque le Tahoeira a décidé de lancer des primaires pour choisir les futurs candidats au Sénat, j'en ai parlé à l'ANA. On trouvait qu'on était légitime, qu'on était complémentaires, qu'elle avait une bonne maîtrise des sujets communaux, moi une bonne maîtrise des sujets budgétaires. Et on s'est dit, on peut amener un plus dans la représentation parlementaire. Et nous avons présenté notre candidature dans des conditions, enfin le choix des candidats s'est fait dans des conditions un peu particulières. Sur le plan de la démocratie, je ne pense pas que c'était l'idéal. Et donc les élections ont lieu. Notre candidature a été rejetée par les membres du conseil politique, dont la plupart ne sont pas des grands électeurs. Donc suite à l'annulation qui a été ordonnée par le conseil constitutionnel, on s'est revu avec l'ANA et on a décidé de présenter notre candidature. C'est vrai, dans un contexte politique qui était différent, des tensions de plus en plus grandes à l'Assemblée, et là encore, en voyant les deux anciens sénateurs avoir une attitude assez hostile vis-à-vis de l'État, on s'est dit que c'était la pire chose à faire dans ce contexte. Il faut au contraire que le pays, l'État et les communes travaillent de concert. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, là dans ce cas de figure, déposer réellement nos candidatures et faire en sorte que ce soit la démocratie qui s'exprime et que les grands électeurs choisissent eux-mêmes les futurs sénateurs et pas des membres d'un conseil politique dont la plupart ne sont pas des grands électeurs. Alors, on va faire une petite pause sur les tensions politiques au sein du parti pour l'instant. Je vais revenir sur une de vos déclarations. Vous parliez des sujets budgétaires que vous souhaiteriez évoquer au Sénat. Quels sont-ils? Est-ce que c'est aller chercher de l'argent supplémentaire auprès de l'État, aller non pas quémander, mais demander des subventions supplémentaires? Non, je vais donner un exemple. L'année dernière, en 2014, c'est la première fois que depuis que
que l'État verse 18 milliards au titre de la transformation économique de la Polynésie à la fin des essais nucléaires. Oui. Cette dotation de 18 milliards était versée chaque année et pour la première fois depuis l'année dernière, cette dotation a été diminuée. Et cette année aussi, de 380 millions chaque année, ce qui fait une perte de l'ordre de 760 millions pour la Polynésie. Alors ces deux diminutions se sont effectuées dans le cadre d'un pacte de responsabilité dans lequel l'État demandait à chacune des collectivités d'outre-mer mais aussi de métropole de réduire ses dépenses et la Polynésie, comme toutes les collectivités nationales, a effectivement subi cette baisse. Mais autant dans le cas des collectivités nationales, celles-ci ont reçu en contrepartie des dotations et notamment sous forme de crédits d'investissement, de crédits d'impôt liés à la création d'emplois, d'exonération de cotisations sociales. La Polynésie, disposant de ses propres compétences en matière statutaire, n'a, elle, pas reçu ni d'aide en matière de crédit d'impôt, ni d'exonération, ni d'aide à la création d'emplois. Donc on a fait des efforts d'un côté, comme toutes les collectivités, mais à la différence des collectivités métropolitaines, on n'a rien reçu en contrepartie. Et en fait, c'est une réalité que les 925 parlementaires métropolitains ne connaissent pas réellement les spécificités du statut de la Polynésie. Et je pense que c'est à ce moment-là que les parlementaires doivent intervenir et faire valoir la spécificité de notre statut pour que la collectivité Polynésie ne soit pas lésée, ce qui a été le cas. Voilà. Alors, il se dit à l'heure actuelle que c'est justement pour récupérer cet argent manquant que vous souhaitez, que vous avez sorti un texte concernant la suppression de l'exonération des droits de douane aux armées. Non, en fait c'est dans la droite ligne de ce pacte de responsabilité où l'État demande aussi à chacune de ces collectivités d'être plus rigoureuse dans la gestion de ses deniers. Et donc cette exonération qui existait depuis de nombreuses années avait vocation à être supprimée de toute manière. Le premier texte avait été proposé en 2012 et finalement avait été retiré. On est dans cette démarche. Il n'y a pas de volonté de comment dirais-je de se battre sur tel ou tel point. Mais de manière plus générale, ce qui importe, c'est qu'au moment du vote de la loi de finances en métropole, que les élus, les parlementaires aient une connaissance vraiment pointue de ces dispositions budgétaires et financières pour que, non pas pour quémander plus, mais pour faire en sorte que nos intérêts soient clairement défendus. Encore une fois, la plupart des parlementaires métropolitains ne connaissent pas les spécificités de la Polynésie. Donc il appartient aux parlementaires polynésiens, que ce soit les députés ou les sénateurs, que de défendre les intérêts de la Polynésie. D'accord. Alors, vous voyez un petit peu le paradoxe. Je m'adresse à vous, là, aujourd'hui, en qualité de vice-président, de ministre, peut-être de sénateur. 3 casquettes qui ne sont pas trop compliquées à porter en même temps. Non, vous vous adressez là au conseiller municipal de la commune de Punavia, qui se présente aux élections sénatoriales en tant que conseiller municipal, représentant l'Assemblée aussi. Oui, mais j'ai laissé ce mandat pour exercer celui de membre du gouvernement. Et effectivement, on m'a souvent posé la question, est-ce qu'on peut être sénateur et ministre des Finances en même temps? Moi, j'aurais tendance à dire, j'ai connaissance d'un président du gouvernement qui a été sénateur pendant de très nombreuses années, mais manifestement, lors de ses déplacements dans les meetings, il dit lui-même qu'il n'a pas fait grand-chose au Sénat. Moi, ce que je souhaite, au contraire, c'est sur les sujets budgétaires et financiers, qui sont les sujets les plus essentiels pour la collectivité, être présent et faire valoir, je donnais l'exemple de ce pacte de responsabilité, faire valoir les dispositions spécifiques de la Polynésie et que dans toutes ces questions budgétaires, notre collectivité soit mieux défendue. Je vais donner un dernier exemple très court, le contrat de projet qui a été signé pour les 6 prochaines années, qui concerne le pays et qui concerne les communes. Dans ce contrat de projet qui avoisine 50 milliards, l'État octroie sous forme d'autorisation d'engagement chaque année des montants qui sont destinés à financer ces opérations. Pour cette année, le montant qui a été défini est l'un des montants les plus faibles, qui correspondait finalement au rythme d'exécution de ce contrat de projet sur les dernières années, mais pour l'exercice 2015, on atteindra quasiment 100% d'exécution, ce qui fait que les autorisations d'engagement prévues par l'État sont, nous semble-t-il, insuffisantes. Et il faudra défendre ce point, notamment lors du vote des lois de finances rectificatives. C'est là le rôle aussi des parlementaires. Vous voulez éviter d'avoir une nouvelle fois des voix dissonantes à Paris, avoir des sénateurs qui votent contre la loi de finances outre-mer, alors que la Polynésie avait besoin que
les sénateurs se prononcent pour, alors que vous étiez en train de négocier justement le contrat de projet et la dotation pour le RST. Exactement. Dans les négociations sur le RST, c'est vrai que la prise de position des deux anciens sénateurs a quand même rendu plus difficile la négociation. Et le fait pour un sénateur de mettre en cause la parole de l'État dans ce contexte-là était très malvenu, me semble-t-il. Encore une fois, il faut qu'on ait une position qui soit cohérente. D'une part, il faut que les députés et les sénateurs parlent d'une même voix, mais surtout que les parlementaires défendent l'action gouvernementale et pas la position d'un parti politique ou d'un homme. Oui. Cette position, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de s'asseoir autour d'une table avec tous les élus Tawera, comme ça a été fait en février, mais de le faire vraiment, de tous dire, et de dire, ok, finalement, le parti a validé des candidatures, je fais partie de ce parti et je me plie à la conduite de ce parti. En fait, là, on s'est assis autour d'une table, effectivement, le 20 février dernier, et le président Edouard Fritsch, pour les raisons que l'on vient d'évoquer, a souhaité qu'il ait aussi un candidat qui défende l'action du gouvernement. Le président Gaston Flosse, président du Tawera, a dit clairement non, c'est hors de question. Il avait déjà choisi ses candidats, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. C'est pas le conseil politique qui a validé de lui-même ses candidatures. Ces candidatures ont été proposées par Gaston Flosse. Et le conseil politique, le Grand Conseil, a validé cette proposition. Le problème fondamental de cette élection, c'est aussi celui de la transition politique. On le voit bien, Edouard Fritsch a été élu par 47 représentants à l'Assemblée sur 57, ça fait un score de 82%. Je crois que c'est le président qui a le plus été soutenu par l'ensemble de l'Assemblée. L'ensemble du Tawera a voté pour lui, l'ensemble d'ATP a voté pour lui, et une voix de l'UPLD s'est portée sur lui. Et donc beaucoup ont considéré que cela allait permettre un fonctionnement convenable des institutions, et surtout qu'on allait réellement sortir de l'instabilité, et on a constaté exactement le contraire. Donc le vrai problème qui se pose, c'est celui de la transition politique. Est-ce que ce pays peut être dirigé par une autre personne que Gaston Flosse? C'est ça la vraie question. Et lorsque nous nous sommes tous rencontrés, comme vous le dites, autour d'une table avec tous les élus du Tawera, le président a souhaité qu'on mette en place un comité un comité avec 5 personnes pour fixer les grandes orientations. C'est pas comme ça que le pays doit fonctionner. Il y a un gouvernement, il y a une assemblée, chacun prend ses responsabilités. C'est le président et le gouvernement qui fixent les orientations gouvernementales, et pas un petit comité qui va se réunir et qui va chapeauter finalement le Conseil des ministres. C'est pour ça que je le dis clairement, c'est un problème de transition politique. Est-ce que l'on veut aller vers un pouvoir politique qui s'exerce de manière moins directive, et que ce soit non pas une seule personne qui décide de tout dans ce pays, mais qu'on puisse discuter de tous les sujets? C'est ça la question de fond, au-delà de ces élections sénatoriales. La transition, elle ne se fait pas, selon vous, et elle se fait difficilement, et on le voit. Oui, mais on nous a annoncé, on nous a exposé les tensions au Tawera issues du vote sur la résolution sur le nucléaire. Pourtant, lors des sénatoriales en 2014, à peine une semaine après l'élection d'Edouard Fritsch à la présidence du pays, déjà Gaston Flosse et Edouard Fritsch ne se parlaient plus. Une semaine après son élection, déjà les deux hommes se tournaient le dos au lycée Gauguin le jour du vote. On ne peut pas dire que c'est la convention RST qui a mis tout ça par terre. On ne peut pas dire que c'est le nucléaire qui a mis tout ça par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'événement le plus marquant. Ce qui s'est passé, c'est que avant même l'élection d'Edouard Fritsch, Gaston Flosse l'a dit publiquement. Il a dit Edouard Fritsch allait diriger le pays, il allait choisir ses propres ministres. Et effectivement, Edouard Fritsch a fait un choix de ministre. Il n'a pas gardé un certain nombre de ministres, et je pense que ce point-là a déjà déplu à Gaston Flosse. Deuxièmement, il a constitué lui-même librement son gouvernement sans en référer à quiconque, et je pense que c'était déjà aussi un problème. Comme je le dis, le problème de fond, c'est l'exercice du pouvoir. Est-ce que ce pays peut être dirigé par 2 personnes, ou au contraire, comme le dit clairement le statut, on a un président de la Polynésie qui dirige. Je pense que tout est parti de là, et on le voit, cette transition politique a du mal à se faire, pourtant ce que l'on dit, c'est que le gouvernement ne peut être dirigé que par un président et un gouvernement. L'Assemblée examine ensuite les textes, les vote ou ne les vote pas. On aura des élections en 2018, et la population sera amenée en 2018 à choisir un nouveau gouvernement, une liste de représentants, et voilà comment doit fonctionner la démocratie. Mais on le voit bien clairement, l'ancien président a du mal à lâcher le pouvoir. Et vous, justement, puisque maintenant vous êtes sans parti, tout comme Lana Tetuanui, vous venez d'être exclu du Tawera, en 2018 vous serez où?
Vous serez dans un autre parti? Vous continuerez votre action politique? Déjà lundi, on ne sait pas trop où on va être. Donc clairement, non, il faut faire les choses dans l'ordre. Il y en a une élection sénatoriale qui vient. On souhaite avoir le président et puis l'ensemble de notre groupe souhaite avoir 2 parlementaires qui vont être cohérents dans leur action avec les députés, parler d'une même voix au nom du gouvernement, faire en sorte que tous les sujets de la Polynésie avancent durant les 3 prochaines années. Donc c'est déjà notre premier objectif. Fondamentalement, encore une fois, au-delà de ces élections sénatoriales, se pose réellement la question de cette transition politique. On souhaite qu'elle se fasse de la manière la plus paisible qui soit, et que dans les 3 prochaines années, je pense que c'est ce qu'attend la population maintenant. On finit un cycle d'élections qui a été un long cycle d'élections. Je pense que personne ne veut revenir à l'instabilité qu'on a connue en 2004 et 2013. Et moi, je salue vraiment les déclarations d'Oscar Temaru, qui, lorsqu'on lui a posé la question publiquement, a dit non, il allait certainement pas soutenir quelque manœuvre que ce soit, de motion de défiance ou autre. Il souhaitait que Édouard Fritsch assume ses fonctions jusqu'au terme du mandat qui était prévu et que pendant 3 ans, le gouvernement gouverne et propose vous y croyez des encore? solutions. On a eu tellement d'exemples par le passé d'hommes, pour ne pas le citer Gaston Floss, qui un soir passait à la télévision disant non, je ne m'allierai pas avec Oscar Temaru et qui faisait le contraire dès le lendemain matin. On a eu tellement d'exemples comme cela. Vous n'avez pas peur que ça se reproduise? Je dois être un optimisme naïf, mais il faut que ça se passe comme ça. Et puis, j'avais le sentiment, puisque nous avons revu Oscar Temaru lorsque nous avons présenté nos candidatures devant le conseil municipal de Fa'a, on a entendu un Oscar Temaru qui était clair dans ce qu'il disait. Il voulait certainement pas revivre l'instabilité qu'on en a connue et qui a conduit à des dizaines de milliers d'emplois perdus, à une activité économique en berne. On a tous vécu ça ensemble. Et personne, enfin presque personne, je pense, ne souhaite revivre ça. Non, je crois que Oscar Temaru, lorsqu'il affirmait cela, était sincère. Et l'ensemble des membres du conseil municipal étaient autour de lui et je pense partager un peu cette vision des choses. Moi, je vois aussi Oscar Temaru concentré sur les discussions avec l'ONU. C'est leur cheval de bataille. Un des représentants au conseil municipal m'a dit si vous êtes élu, est-ce que vous allez poursuivre l'action de Richard Touheiva? Je lui ai dit non, si on voulait poursuivre l'action de Richard Touheiva, on allait voter pour lui. On a notre programme, on souhaite défendre les communes, on souhaite avoir un vrai partenariat avec l'État et faire en sorte que le pays aille mieux. Si le pays va mieux, les communes iront mieux. Alors moi j'ai pas de carte, je suis désolé, je ne suis pas Monica, je n'ai pas mes cartes de tarot devant moi pour prédire ce qui va se passer dimanche, mais probablement 2 tours. Entre les 2 tours, probablement des négociations. Est-ce que la séance de l'Assemblée de jeudi prochain, où vont être réparties les commissions, qui sont aussi des enjeux stratégiques au sein d'une Assemblée, vont entrer en ligne de compte? Est-ce que d'ores et déjà, dans les négociations du 2e tour des sénatoriales, on risque d'avoir des discussions autour de ces commissions législatives? Moi, je vois que sur un seul point, tous les candidats sont d'accord. Un point, c'est qu'on va tous gagner au premier tour. Donc je partage ce point de vue, on se bat tous pour gagner. Moi j'ai un écho assez positif de tous les conseils municipaux que nous sommes allés visiter. Un écho positif qui n'est pas, à mon avis, superficiel, qui est lié vraiment au vécu des membres des conseils municipaux. Ils voient que depuis le mois de septembre, la relation entre le pays et les communes a changé. On est dans une relation pays-commune qui est réellement dépolitisée. Et lorsque l'on voit les aides qui ont été versées aux communes sur la base de dossiers qui ont été instruits par la délégation à la promotion des communes, sur la base d'une loi de pays qui est très claire, on voit les communes qui ont obtenu des subventions, c'est pas uniquement des communes Tawera, Bora Fa'a a obtenu des subventions, la commune de Punavia, donc on vous les a reproché ces subventions récemment, un communiqué du Tawera, non même pas un communiqué, une interview de Gaston Floss, vous reprochez ces subventions comme arme de campagne. J'allais dire c'est le combat politique, on nous reproche tout en ce moment, il faut quand même que le gouvernement gouverne, et d'autant plus que ces subventions avaient été octroyées avant même que les élections aient été annulées. Ça c'est une réalité, vous pouvez consulter le journal officiel. Non, il y a une réalité que le président Édouard Fritsch a souhaité prendre en compte. C'est que le pays ne pourrait pas se redresser économiquement seul. Il nous fallait l'appui de toutes les communes, les 48 communes, quelle que soit la couleur politique du maire.
Je pense que notre accueil au sein de ces conseils municipaux a été vraiment très positif parce que les membres des conseils municipaux eux-mêmes se rendent compte que cette relation a changé. On leur demande plus leur capacité d'apport en voie politique avant une décision, mais au contraire un examen de la nature des projets, de l'intérêt pour la population. Et cela, les conseillers municipaux le voient sans qu'on ait à leur expliquer le pourquoi de la chose. D'accord. Atia Polynesia vous soutient dans cette campagne. Est-ce que vous avez fait déjà campagne sur le terrain avec eux ou c'est juste un soutien de presse? C'est un soutien qui se manifeste directement au sein des conseils municipaux lorsqu'on a des conseillers municipaux d'ATP ou des maires d'ATP. Et il y a quand même une liberté finalement. C'est un vote qui concerne essentiellement les conseillers municipaux. Donc il y a cette logique. Mais Teva Roufric a clairement affirmé aussi son soutien et je le remercie à cet égard. Je pense que ATP a bien compris la nécessité dans ce contexte-là de faciliter la transition politique. Oui. Et surtout d'éviter de revivre l'instabilité qui serait un cauchemar pour notre pays. Justement, vous auriez Gaston Floss en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Franchement, qu'il a fait beaucoup de choses pour notre pays, qu'on a beaucoup de respect pour lui, mais que dans le contexte politique dans lequel nous sommes, c'est pas Édouard Fritsch qui l'a privé du pouvoir, c'est une décision de justice. Donc il laisse Édouard Fritsch et le gouvernement diriger ce pays, prendre les mesures qui conviennent, d'autant plus que le gouvernement respecte le programme que nous avons défini, qu'il allait y avoir des élections plus tard, que lui-même, s'il souhaitait se présenter, qu'il se présente, c'est la population qui décide. Il faut surtout éviter l'instabilité aujourd'hui. Si votre liste arrive en tête au premier tour, sans être élu au premier tour, mais si elle arrive en tête, et imaginons que la deuxième liste soit celle de l'UPLD, peu importe le candidat, appelez-vous le candidat autonomiste à se joindre à vous pour le second tour? La question a déjà été tranchée. Théoura Iriti, lors du débat sur Polynésie première, a clairement dit que si elle-même et Vincent finissaient second derrière une autre liste autonomiste, ils allaient soutenir la liste autonomiste qui arrivait première au premier tour. Mais encore une fois, c'est vraiment particulier ces élections. C'est la seule élection où le deuxième tour, si deuxième tour il y a lieu l'après-midi, 1 heure plus tard. Donc je pense pas qu'il soit possible. Et tout le monde peut se présenter. Et tout le monde peut se présenter. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir des négociations diverses et variées. Je vois mal un candidat aller demander à ses troupes, d'ailleurs il ne les connaît pas en réalité, voter pour un tel et un tel. Il y aurait une forme de trahison en fait dans cette démarche. C'est compliqué. Non, chacun se bat pour gagner dès le premier tour. On est très confiant. Il faut rester humble par rapport à des élections comme celle-là. On pense qu'on a fait une bonne campagne de terrain. On a reçu un accueil très favorable des conseillers municipaux, quelle que soit leur couleur politique, et donc on est confiant, plus que quelques jours. Je vous avoue que c'était quand même éreintant. Le week-end dernier, on a fait 4 communes en une journée. On a quitté Toumara à 5h du matin pour Taha, un petit déjeuner. On a pris le Potimarara 2h30 sous la pluie pour arriver à Bora Bora. Réunion, déjeuner. On a pris le bateau pour Taputapuatea. Réunion, truck pour Toumara. On a fini à 11h du soir. Il est temps que ça se termine. Je suis content que ça se termine ce soir. Et le lendemain, vous attendez quoi, le 4 mai? Que vous soyez élu ou non, il va forcément se passer des choses localement, déjà, au niveau de l'Assemblée de Polynésie. Les forces risquent de se recomposer. Si vos candidatures, que l'on dit dissidentes du parti Orange, si votre candidature n'était pas retenue par les grands électeurs, retourneriez-vous? Feriez-vous un appel du pied pour dire ok, on a tenté notre chance, on revient au sein du Tahoeraa et on fait la paix des braves? Moi, j'ai été vraiment surpris de l'attitude du Tahoeraa dans ce contexte-là. Hein. L'exclusion avant décision du Conseil politique, la notification par huissier, on est quand même allé très loin. Et là, les dernières décisions du Conseil politique mettant en place une forme d'exclusion de type industriel. Hein. Vous êtes absent 2 fois ou 3 fois, boum, dehors, à moins qu'on ait un mot du docteur ou du professeur. Enfin, c'est quand même, ça devient quand même un peu du n'importe quoi quand même. Dans un parti politique
dans un grand parti politique comme le Tahoeira, avec une nécessité pour tous les partis politiques d'attirer des jeunes électeurs, parce que ce sont les électeurs de demain, d'avoir une telle pratique de gestion de la diversité par l'exclusion, je pense que c'est la pire des choses à faire. Ouais. Donc non, je comprends plus aussi moi-même le mode de fonctionnement du Tahoeira. Je pense que, quel que soit le résultat des élections, dès le lendemain, il faut se remettre au travail, parce qu'on a quand même perdu un peu de temps avec ces élections, et je pense que les acteurs économiques, la population attend des résultats. Et donc, on doit finaliser tout le travail sur la sélection du futur porteur de projet du Mahana Beach. Ça, c'est un sujet très important. On souhaite finaliser tout cela avant la fin du mois d'octobre, lancer les dernières consultations et faire en sorte que ce projet sorte de terre avec de la création d'emplois. Alors justement, tiens, puisqu'il nous reste quelques minutes, l'État est étrangement sourd à ce projet de Mahana Beach. On a l'impression que c'est un projet strictement polynésien, on l'entend pas du tout. Ben, il y a eu une gestion au départ de ce dossier qui était assez opaque. Hein. Nous avons choisi avec le gouvernement et le président de créer un comité de suivi avec le haut-commissaire, avec le président du CESC, le maire de Punavia, les présidents de groupe à l'Assemblée pour donner de la transparence. Un comité technique a été monté. L'objectif, c'est de finaliser le meilleur choix de gestionnaire de ce projet avant la fin de l'année, et que les travaux commencent le plus rapidement possible avec de la création d'emplois. Il y a beaucoup de détails techniques à régler, ça c'est une réalité, mais il faut finaliser ce choix, parce que jusqu'à présent, tout le travail qui avait été fait avait été un travail, j'allais dire, essentiellement esthétique. Hein. On a présenté des beaux projets, des belles esquisses, des photos en couleur, mais dans la réalité, les investisseurs, est-ce qu'ils étaient prêts à verser les fonds nécessaires, sous quelle forme, avec quel partenariat, compagnie aérienne extérieure ou pas, c'est tous ces détails techniques qu'il fallait régler, et avec l'assistance de groupes internationaux spécialisés dans ce domaine, nous souhaitons finaliser tout cela avant la fin de l'année. Mais ce que je voulais dire, puisqu'on discute sénatorial, c'est que la Polynésie est aujourd'hui une belle jeune fille qui gagne en autonomie et qui a les épaules pour porter un projet de 120 milliards. Cela dit, que pense la grande maman France ? À l'heure de voir son enfant prendre son autonomie, son envol et lancer un aussi grand projet touristique. L'État souhaite que la Polynésie prenne en main son destin. Sur le plan économique, parce que c'est une compétence de la Polynésie. Elle souhaite aussi, et c'est le cas de la métropole, aller vers plus d'initiatives privées. C'est la raison pour laquelle on lance un appel à candidature internationale, parce que peu d'investisseurs locaux sont en capacité de mettre ces sommes sur la table, mais des partenaires locaux seront aussi associés à ce projet, et donc l'État nous accompagne. Mais l'État, je pense, était un peu réticent au départ, parce qu'il y avait finalement une forme d'opacité, et sur les questions techniques, beaucoup de points n'étaient pas réglés. Là, dans le cas de la gestion qui est faite actuellement de ce dossier, il y aura ce comité de suivi qui permettra d'avoir une totale transparence, y compris politique, sur la gestion d'un dossier économique qui sera probablement le plus grand dossier économique de ces 10 prochaines années. D'où la nécessité de réellement avoir un accompagnement et d'intégrer l'État dans ces discussions, ce qui est le cas aujourd'hui. Ok. Oui, Oloré, merci beaucoup à vous. Je vais maintenant céder la parole à Tavita en tahitien pour faire l'interview de Lana Tetouanoui qui nous attend dans le studio d'à côté.